Ma mère a laissé ma fille de 5 ans sur un banc à l'hôpital où je suis né. Elle a dit que c'était une punition parce que j'avais refusé de co-signer un prêt pour mon frère, mais il y avait des témoins. Des mois plus tard, le juge lui a dit 5 mots qu'elle n'oublierait jamais. Mon téléphone a sonné à 15 heures, un mardi ordinaire. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre parce que j'étais en réunion importante, mais quelque chose m'a poussé à faire glisser l'icône verte de réponse. Bonjour, ici l'infirmière Patricia de l'hôpital général de San José. Nous avons une petite fille ici d'environ 5 ans qui dit s'appeler Emma, et nous pensons que vous êtes son père. Le monde s'est arrêté. Emma était avec ma mère. Elles étaient censées être à la maison à regarder des films pour enfants et à manger du popcorn, comme elles l'avaient prévu ce matin. Excusez-moi, il doit y avoir une erreur. Ma fille est avec sa grand-mère. L'infirmière a marqué une pause qui a duré une éternité. Monsieur, la petite fille est ici seule depuis 2 heures. Une dame âgée l'a amenée, l'a assise sur ce banc, lui a dit d'attendre, puis est partie. Je suis sorti de ce bureau sans aucune explication. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Mon esprit ne pouvait pas traiter ce que j'avais entendu. Ma mère, quels que soient les problèmes que nous avions, n'abandonnerait jamais Emma. Il devait y avoir un malentendu. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital et que j'ai vu ma petite fille assise sur ce banc froid, les yeux rouges d'avoir tant pleuré, serrant sa poupée comme si c'était la seule chose qui lui restait au monde, j'ai su qu'il n'y avait pas de malentendu. Papa, sa petite voix brisée m'a déchiré l'âme. J'ai couru vers elle et je l'ai serrée si fort que j'ai pensé que j'allais lui faire mal. L'infirmière Patricia s'est approchée avec une expression sérieuse. Monsieur, nous devons parler. Ce qui s'est passé ici n'est pas normal. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois vous parler de ma famille. Ma mère, Carmen, a toujours été une femme volontaire. Manipulatrice serait le mot le plus précis, mais pendant des années, je l'ai justifiée comme l'amour d'une mère protectrice. Elle avait cette capacité particulière à faire sentir à tous ses enfants que nous lui devions quelque chose, que nous n'avions jamais fait assez pour elle. Mon frère cadet, Rodrigo, était son préféré. 2 ans de moins que moi, mais avec la mentalité d'un adolescent irresponsable à 32 ans. Alors que je travaillais depuis l'âge de 16 ans pour aider à la maison, il s'était consacré à changer 3 fois de filière universitaire, à créer des entreprises qui ont fait faillite en moins d'1 an et à accumuler des dettes que maman, ou plutôt moi, finissait toujours par payer comme par magie parce que maman me convainquait que c'était mon devoir en tant que frère aîné. Le schéma était toujours le même, Rodrigo faisait des bêtises, maman pleurait, je réglais le problème. Si je ne le faisais pas, j'étais le fils cruel qui n'aimait pas sa famille. Si je le faisais, Rodrigo n'apprenait jamais les conséquences de ses actes. Cette fois, c'était différent. Rodrigo avait trouvé l'amour de sa vie, selon lui, et voulait acheter une maison pour l'impressionner. Le problème était que ses antécédents de crédit étaient plus tachés qu'une chemise de mécanicien. Il avait besoin d'un co-signataire, et bien sûr, il est venu chez maman avec son sourire charmant et ses promesses habituelles. Fils, tu dois aider ton frère. C'est pour fonder une famille, c'est sérieux cette fois, avait dit maman, arrivant chez moi un dimanche matin sans prévenir, comme elle le faisait toujours quand elle voulait quelque chose d'important. Emma jouait dans le jardin, inconsciente de la tempête qui se préparait. Je ne peux pas, maman. Je lui ai déjà prêté de l'argent pour sa dernière entreprise, et il ne m'a toujours pas remboursé. Je ne vais pas risquer à nouveau mes biens. Son visage a complètement changé. Le masque de la mère aimante a disparu, et la femme froide que je connaissais si bien a émergé. Quel bien, fils? Tout ce que tu as, tu le dois à cette famille. Je t'ai élevé, je t'ai donné une éducation, je t'ai enseigné des valeurs, et maintenant que ton frère a besoin d'aide, tu lui tournes le dos. Pendant les 2 heures suivantes, elle a déchaîné tout son arsenal émotionnel. Elle a pleuré, m'a rappelé tous les sacrifices qu'elle avait soi-disant faits pour moi et m'a comparé à des parents qui avaient des enfants plus reconnaissants. Emma est entrée dans la maison à un moment donné et a vu sa grand-mère pleurer. Pourquoi grand-maman pleure, papa? Ce n'est rien, mon amour. Grand-maman s'en va maintenant. Mais maman n'est pas partie. Elle est restée tout l'après-midi, alternant entre supplications et reproches. Quand elle a finalement compris que ma réponse était définitive, elle s'est levée du canapé avec un calme qui m'a glacé le sang. Très bien, fils. Je vois que ton frère et moi ne signifions rien pour toi, mais souviens-toi de mes paroles, tu regretteras cette décision. La même semaine, Rodrigo m'a appelé furieux.
Grâce à toi, maman est à bout de nerfs. Elle n'arrive même plus à manger à cause de la tristesse que tu lui as causée. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas personnel, que je ne pouvais tout simplement pas risquer à nouveau ma stabilité financière, mais pour Rodrigo, j'avais toujours été le frère égoïste qui avait de l'argent et ne voulait pas le partager. Les semaines suivantes ont été tendues. Maman ne répondait pas à mes appels, ne venait pas voir Emma comme elle le faisait tous les week-ends. Ma fille posait des questions sur sa grand-mère, et je ne savais pas quoi dire jusqu'à ce que ce mardi fatidique arrive. Ce matin-là, maman s'était présentée à ma porte comme si de rien n'était. Je suis venu chercher ma petite fille. Nous allons passer la journée ensemble. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de temps grand-mère petite fille. Emma avait sauté de joie. Elle adorait sa grand-mère, et je me suis senti soulagé que les choses reviennent à la normale. J'ai même pensé que j'avais peut-être exagéré, que nous pourrions peut-être résoudre nos différends. Comme j'étais naïf. Maintenant assis dans cette chambre d'hôpital avec Emma dans mes bras, l'infirmière Patricia a expliqué ce dont elle avait été témoin. La dame âgée est arrivée avec l'enfant vers 13 heures. Elle lui a dit de s'asseoir ici et d'attendre, que son papa viendrait bientôt la chercher. La petite fille a demandé où elle allait, et la dame a répondu qu'elle avait des choses importantes à faire et s'est dirigée vers la sortie. Au début, nous avons pensé qu'elle était peut-être allée aux toilettes ou faire quelques papiers rapides, mais quand une heure s'est écoulée et que la petite fille a commencé à pleurer, je me suis approché d'elle pour lui demander ce qui n'allait pas. L'infirmière Patricia a marqué une pause et m'a regardé directement. J'ai reconnu la dame qui l'a amenée. C'est Carmen Rodriguez, n'est-ce pas? Elle a accouché ici il y a 34 ans. J'étais assistante à l'époque, mais je me suis souvenu de son visage parce que c'était un accouchement compliqué. J'ai hoché la tête, complètement surpris qu'elle se souvienne d'elle après tant d'années. Quand j'ai réalisé qu'elle avait abandonné l'enfant, je suis allé aux archives et j'ai consulté son dossier d'accouchement. Vous y étiez enregistré comme son fils, avec vos coordonnées mises à jour des visites que vous avez faites quand Emma est née. Ce qu'elle m'a dit ensuite m'a glacé le sang. Ma mère n'avait pas seulement abandonné Emma, mais elle l'avait fait dans le même hôpital où je suis né. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un message. Monsieur, en 20 ans de travail ici, j'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai jamais vu une grand-mère abandonner délibérément sa petite fille comme elle est partie, sans regarder en arrière, sans montrer aucune inquiétude quand l'enfant pleurait. Ce n'était pas un accident. Emma s'est accrochée plus fort à moi quand elle a entendu les mots de l'infirmière. Elle avait compris plus que je ne l'aurais souhaité. L'infirmière Patricia avait demandé une consultation des caméras de sécurité. Tout était enregistré, ma mère arrivant avec Emma, ma mère pointant le banc, ma mère ignorant les questions de ma fille, ma mère marchant vers la sortie d'un pas ferme, sans se retourner une seule fois. Je n'aurais jamais pensé que ma propre mère serait capable d'abandonner une petite fille de 5 ans pour me donner une leçon, mais il y avait les preuves, et dans mes bras, il y avait ma fille traumatisée qui me demandait pourquoi grand-maman l'avait laissée seule. Ce soir-là, après qu'Emma se soit finalement endormie dans mon lit parce qu'elle avait peur d'être seule, j'ai composé le numéro de ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie comme si elle s'attendait à mon appel. J'espère que tu as réfléchi à l'importance de la famille, fils, sa voix sonnait calme, presque satisfaite, comme si elle venait d'accomplir une tâche ménagère de routine au lieu de traumatiser une enfant de 5 ans. Maman, comment as-tu pu faire ça? Emma a pleuré pendant 2 heures dans cet hôpital, 2 heures à se demander pourquoi sa grand-mère l'avait abandonnée. Je ne l'ai pas abandonnée. Je l'ai laissée dans un endroit sûr. Je savais qu'il t'appellerait. Je voulais juste que tu comprennes les conséquences de tourner le dos à ta famille. La froideur de sa voix m'a laissé sans voix. Ce n'était pas la femme qui m'avait élevé, qui m'avait réconforté quand j'étais enfant, ou peut-être que si, et je ne l'avais jamais réalisé. Maman, c'est une enfant. Elle n'a rien à voir avec la question du prêt. Elle a tout à voir avec ça. Emma fait partie de cette famille, tout comme Rodrigo. Si tu ne veux pas aider ton frère, alors tu ne mérites pas que je m'occupe de ta fille. J'ai raccroché, tremblant de rage. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Emma s'est réveillée 3 fois, en criant, en disant qu'elle ne voulait pas que grand-maman la quitte à nouveau. Le lendemain, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. D'abord, c'était Rodrigo. Félicitations, frère. Maintenant, maman est dévastée parce que tu l'as traitée comme une criminelle, tout ça à cause de ton égoïsme. J'ai expliqué ce qui s'était passé, mais il avait déjà sa version des faits. Selon maman, Emma s'était perdue dans l'hôpital pendant qu'elle faisait quelques courses médicales, et j'avais surréagi, l'accusant d'abandon.
Maman ne ferait jamais une chose pareille. Tu es paranoïaque. Tu as sûrement mal interprété la situation. Puis ma tante Mercedes a appelé, la sœur aînée de maman et son principal allié dans les drames familiaux. Mon chéri, ta maman m'a raconté ce qui s'est passé. Pauvre chose, elle ne va pas très bien. Elle dit que tu l'as accusée de choses horribles. Une mère n'abandonne jamais une petite fille. Peu importe combien j'expliquais les caméras de sécurité, les témoignages de l'infirmière ou l'aveu implicite de ma mère. La version officielle de la famille était que j'avais mal interprété un accident et que je l'utilisais comme excuse pour être cruel envers ma mère. La pression familiale était constante. Cousins, oncles, même les voisins qui connaissaient maman depuis des décennies m'ont appelé pour me dire que j'exagérais, que les grands-mères font des erreurs, mais que cela ne fait pas d'elles des monstres. Pardonne-lui, mon fils. C'est ta mère. Elle a tellement fait pour vous toute sa vie. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir Emma. Ma petite fille joyeuse et extravertie était devenue calme et collante. Elle ne voulait pas aller à la maternelle, elle ne voulait rester avec personne d'autre que moi. La nuit, elle me demandait si elle avait fait quelque chose de mal pour que grand-maman ne l'aime plus. Je l'ai emmenée chez une psychologue pour enfants, le docteur Martinez. Après 3 séances, elle a demandé à me parler seule. Emma présente des symptômes clairs d'anxiété d'abandon. Elle est constamment en alerte, s'attendant à ce que des personnes importantes dans sa vie la quittent. Cela est cohérent avec un événement d'abandon traumatique. Je lui ai raconté toute l'histoire. Le docteur Martinez a écouté sans interrompre, prenant des notes occasionnellement. Monsieur, ce que vous décrivez n'était pas un accident ou un malentendu. C'était un acte délibéré de manipulation émotionnelle, utilisant un mineur comme instrument. Cela a de graves conséquences psychologiques. Elle m'a remis un rapport détaillé sur l'état émotionnel d'Emma et a suggéré que je consulte un avocat. Les mots maltraitance émotionnelle et mise en danger d'enfant figuraient plusieurs fois dans le document. La même semaine, ma mère s'est présentée à mon travail. La réceptionniste m'a appelé, surprise. Monsieur, il y a une dame ici qui dit que c'est votre maman. Elle dit qu'elle a besoin de vous parler de toute urgence. Je suis descendu la rencontrer et je l'ai trouvée dans le hall vêtue de noir, comme pour un enterrement, avec les yeux rouges et un mouchoir à la main. Fils, nous devons arranger ça. La famille est détruite par ton entêtement. Maman, tu as abandonné ma fille. Il n'y a rien à arranger tant que tu n'as pas reconnu ce que tu as fait. Je n'ai abandonné personne. Emma était en sécurité à l'hôpital. Je savais qu'il t'appellerait. Je voulais juste te faire peur pour que tu reconsidères ta position concernant ton frère. Voilà, encore une fois, l'aveu partiel enveloppé de justification. Elle avait utilisé Emma comme outil de chantage émotionnel, mais selon elle, ce n'était pas de l'abandon parce qu'elle avait un plan, une frayeur. Maman, tu as fait une frayeur à une petite fille de 5 ans en lui faisant croire que tu l'avais abandonnée. Tu ne vois rien de mal à ça? Tu exagères tout. Emma ne se souviendra même plus de ça dans quelques mois. Les enfants sont résilients. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Emma se souviendrait. Elle me l'avait déjà montré avec ses cauchemars et son anxiété constante. Ma mère a changé de tactique. Les larmes ont disparu, et la femme calculatrice que je connaissais a émergé. Très bien, fils, si c'est comme ça que tu veux les choses, mais ne t'attends pas à ce que je sois disponible quand tu auras besoin d'aide avec Emma. Ne t'attends pas à ce que je vienne la garder quand tu seras malade ou que tu auras des urgences. Tu as décidé que j'étais une mauvaise grand-mère, alors je ne serai pas une grand-mère du tout. C'était le chantage final. Pendant 5 ans, elle avait été mon principal système de soutien avec Emma, quand je devais voyager pour le travail, quand Emma tombait malade et ne pouvait pas aller à la maternelle, quand j'avais simplement besoin de quelques heures de libre. Maintenant, elle me retirait tout ça parce que je n'avais pas cédé à sa manipulation. Très bien, maman, si c'est ta décision. Elle a quitté mon bureau avec la même froideur avec laquelle elle avait abandonné Emma à l'hôpital, mais j'avais déjà pris ma décision aussi. Cet après-midi-là, j'ai appelé l'avocat que le docteur Martinez m'avait recommandé. Je lui ai raconté toute l'histoire, lui ai montré le rapport psychologique d'Emma et lui ai demandé si j'avais un recours légal. L'avocat, Monsieur Hernandez, a écouté attentivement et a examiné tous les documents. C'est un cas clair de mise en danger d'enfant. Le fait qu'elle soit la grand-mère ne l'exonère pas de sa responsabilité légale. De plus, nous avons des témoignages, des preuves vidéo et le rapport psychologique. Nous pouvons procéder à la fois au civil et au pénal.
Mais il m'a mis en garde contre les implications familiales. Monsieur, cela divisera votre famille de manière permanente. Une poursuite n'est pas quelque chose qu'on pardonne facilement. Elle est déjà divisée, monsieur Hernandez. Ma mère a choisi d'utiliser ma fille comme une arme. Maintenant, je choisis de la protéger. 2 semaines plus tard, ma mère a reçu la notification de la poursuite. L'accusation principale était la mise en danger du bien-être d'un mineur. Les accusations secondaires comprenaient la détresse émotionnelle et l'abandon temporaire d'un mineur. Rodrigo m'a appelé hystérique ce même soir. « Tu es fou? Tu vas mettre maman en prison pour un malentendu? Tu es un monstre. » Ce n'est pas un malentendu, Rodrigo, et si tu avais été un frère responsable depuis le début, rien de tout cela ne serait arrivé. La guerre était déclarée. La famille s'est complètement divisée, ceux qui croyaient à la version de maman contre les quelques-uns qui avaient vu les preuves et compris la gravité de la situation. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai dormi paisiblement. Je protégeais ma fille, et c'était tout ce qui comptait. Le jour du procès est arrivé 3 mois plus tard. Pendant ce temps, ma mère avait engagé le meilleur avocat qu'elle pouvait se permettre, un homme plus âgé en costume coûteux qui se spécialisait dans les affaires familiales. Sa stratégie était évidente dès le premier instant. J'étais un fils ingrat qui avait mal interprété un accident pour se venger de sa mère. La salle d'audience était divisée comme un mariage litigieux. D'un côté, maman avec Rodrigo, tante Mercedes et plusieurs proches qui la soutenaient. De l'autre, moi avec Emma, pas dans la salle d'audience mais représentée, et quelques proches qui avaient vu les preuves et compris la gravité de la situation. Emma n'était pas obligée de témoigner en raison de son âge, mais le docteur Martinez avait préparé un rapport mis à jour sur son état émotionnel. 3 mois après l'incident, ma fille avait toujours des cauchemars et des épisodes d'anxiété lorsqu'elle était séparée de moi. L'avocat de maman a commencé par la dépeindre comme une grand-mère dévouée qui avait commis une erreur de jugement mineur, une femme de 68 ans qui avait dédié sa vie à élever ses enfants et à prendre soin de sa petite fille. Votre honneur, nous parlons d'une confusion qui a duré 2 heures. Ma cliente a emmené la mineure à l'hôpital parce qu'elle avait un rendez-vous médical et lui a demandé d'attendre pendant qu'elle réglait quelques formalités administratives. Quand elle est sortie, la mineure n'était plus là où elle l'avait laissée. C'était un mensonge flagrant, mais ça sonnait convaincant. Monsieur Hernandez m'avait prévenu que cela arriverait. Puis les témoignages ont commencé. Le premier était celui de l'infirmière Patricia. La dame est arrivée avec l'enfant vers 13 heures. Elle l'a assise sur le banc dans la salle d'attente et lui a dit, textuellement, « Ton papa viendra bientôt te chercher, reste assise ici. » La petite fille a demandé où elle allait, et la dame a répondu qu'elle avait des choses importantes à faire. L'avocat de maman a tenté de discréditer son témoignage. « Infirmière, vous vous occupiez d'autres patients. Est-il possible que vous n'ayez pas entendu correctement la conversation? Monsieur, j'étais à moins de 3 mètres. J'ai clairement entendu ce qu'elle a dit. De plus, l'enfant est resté sur ce banc pendant 2 heures. Si sa grand-mère avait fait des courses dans l'hôpital, nous aurions eu un enregistrement de sa présence. Le coup fatal est venu lorsqu'ils ont projeté la vidéo de la caméra de sécurité. La voilà, maman arrivant avec Emma, pointant le banc, parlant brièvement avec elle, puis marchant directement vers la sortie, pas vers les salles de consultation, pas vers les admissions, directement vers la rue. La vidéo montrait également Emma attendant patiemment pendant les 30 premières minutes, puis commençant à avoir l'air nerveuse, et finalement pleurant quand elle a réalisé que sa grand-mère ne revenait pas. Quand est venu le tour de maman de témoigner, elle est arrivée vêtue comme une grand-mère fragile, avec une canne que je ne lui avais jamais vue utiliser, et parlant d'une voix tremblante. « Votre honneur, j'aime ma petite fille plus que ma propre vie. Je ne lui ferai jamais de mal. Oui, j'ai fait une erreur en la laissant seule, mais j'avais une urgence médicale et je pensais qu'elle serait en sécurité pendant quelques minutes. » Monsieur Hernandez l'a pressé pendant le contre-interrogatoire. « Madame Rodriguez, la vidéo vous montre clairement en train de marcher vers la sortie, pas vers un cabinet médical. Pouvez-vous expliquer cette divergence? » Ma mère a hésité pour la première fois. Je me suis trompée. J'étais nerveuse à propos de mon rendez-vous médical. Madame, nous avons vérifié tous les dossiers de l'hôpital pour ce jour-là. Vous n'aviez aucun rendez-vous médical prévu. De plus, nous avons votre aveu téléphonique enregistré où vous dites à votre fils que c'était une punition pour ne pas avoir aidé votre autre fils avec un prêt. L'avocat de maman s'est levé pour protester, mais le mal était fait. Elle avait menti sous serment.
Le témoignage le plus dévastateur a été celui du docteur Martinez. Emma présente des symptômes compatibles avec un traumatisme d'abandon, cauchemars récurrents, anxiété de séparation sévère et régression des comportements qu'elle avait déjà surmontés. Ce n'est pas le résultat d'une confusion de 2 heures, mais de la perception d'un abandon délibéré par une figure d'attachement importante. Quand l'avocat de maman a essayé de minimiser les dommages psychologiques, le médecin a été ferme. Monsieur, pour une enfant de 5 ans, 2 heures à se sentir abandonnée par sa grand-mère dans un endroit inconnu équivalent à une éternité. L'impact psychologique est réel et mesurable. Pendant la pause, j'ai vu maman parler avec animation avec Rodrigo et son avocat. Elle semblait confiante comme si tout se passait selon son plan. Elle m'a même souri quand nos regards se sont croisés, comme pour dire que ce n'était qu'un autre jeu qu'elle allait gagner. Mais quand nous sommes retournés dans la salle d'audience et que le juge a commencé à parler, son expression a complètement changé. Le juge était un homme plus âgé avec un visage sérieux et des décennies d'expérience dans les affaires familiales. Il avait examiné toutes les preuves avec une attention méticuleuse. J'ai examiné attentivement tous les témoignages, les preuves physiques et les rapports psychologiques présentés dans cette affaire. Les faits sont clairs et incontestables. Maman s'est redressée sur sa chaise, se préparant à la victoire qu'elle attendait. Madame Carmen Rodriguez a délibérément abandonné une mineure de 5 ans dans un hôpital, non pas à la suite d'une confusion ou d'une urgence médicale, mais comme un acte calculé de manipulation émotionnelle dirigé vers le père de la mineure. La salle d'audience est tombée dans un silence absolu. Je pouvais voir la confiance s'effacer du visage de ma mère. Ce comportement constitue une mise en danger du bien-être d'un mineur et une cause intentionnelle de préjudice émotionnel. L'utilisation d'un enfant comme instrument de chantage émotionnel est particulièrement répréhensible. Le juge a marqué une pause et a regardé directement ma mère. Madame Rodriguez, tout au long de ce processus, vous avez fait preuve d'un manque total de remords pour vos actions. Vous avez menti sous serment sur vos motivations et avez constamment minimisé le traumatisme que vous avez causé à votre petite fille. Maman a essayé de parler, mais le juge a levé la main pour la faire taire. Par conséquent, ce tribunal vous déclare coupable de mise en danger du bien-être d'un mineur et de cause intentionnelle de préjudice émotionnel. Puis est venue la partie qui allait tout changer à jamais. Madame Rodriguez, après avoir évalué toutes les preuves et votre comportement pendant ce processus, ce tribunal est parvenu à une conclusion inévitable. Le juge l'a regardée attentivement et a prononcé les 5 mots qu'elle n'oublierait jamais, « Vous ne méritez pas d'être une grand-mère ». La salle d'audience a éclaté. Rodrigo a crié, c'était une injustice. Tante Mercedes a commencé à pleurer, et maman s'est figée comme si elle avait reçu une gifle. Mais le juge n'avait pas fini. Par conséquent, j'ordonne une ordonnance restrictive permanente interdisant tout contact entre Madame Carmen Rodriguez et la mineure Emma. De plus, j'ordonne le paiement de dommages et intérêts d'un montant de 50 000 pesos pour couvrir le traitement psychologique de la mineure. Maman a finalement réagi, se levant en tremblant. Votre honneur, s'il vous plaît, c'est ma petite fille. Je l'aime. Madame, l'amour ne se démontre pas en utilisant les enfants comme des outils de manipulation. Votre droit de voir votre petite fille a pris fin au moment où vous avez choisi de la traumatiser pour punir votre fils. En quittant le palais de justice, Rodrigo m'a rattrapé dans le parking. J'espère que tu es content. Tu viens de détruire maman. Non, Rodrigo. Maman s'est détruite elle-même quand elle a décidé d'utiliser Emma comme un pion dans ses jeux de manipulation. Si tu avais été responsable depuis le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce soir-là, Emma a dormi dans son propre lit pour la première fois depuis des mois. Elle n'a pas fait de cauchemar. Quand je lui ai demandé comment elle se sentait, elle m'a dit quelque chose qui m'a à la fois brisé et guéri le cœur. Papa, je n'ai plus peur que tu me quittes. Le juge a dit que tu prendrais toujours soin de moi. 6 mois plus tard, Emma est complètement rétablie, selon le docteur Martinez. Maman a essayé de me contacter plusieurs fois, mais l'ordonnance restrictive est claire. Rodrigo a dû obtenir son prêt par d'autres moyens et apprend enfin à être responsable de ses propres décisions. Parfois, la famille n'est pas le sang que vous partagez, mais les personnes que vous choisissez de protéger, et j'ai choisi de protéger ma fille d'une grand-mère qui croyait que l'amour s'achète avec le chantage et se démontre avec la manipulation. La justice arrive parfois tard, mais quand elle arrive, les 5 bons mots peuvent tout changer à jamais. Pendant longtemps, je me suis demandé si j'avais bien fait, si j'avais été trop dur, si j'aurais dû pardonner et passer à autre chose comme tout le monde me le disait. Mais chaque fois que je vois Emma jouer joyeusement dans le parc, sans crainte d'être abandonnée,
sans cauchemar la réveillant en pleurant, je sais que j'ai pris la bonne décision. J'ai appris que le véritable amour ne fait pas de chantage, n'utilise pas les enfants comme des outils, ne dit pas si tu m'aimes, tu dois faire ça. L'amour véritable protège, il ne manipule pas. J'ai aussi appris que dire c'est la famille n'est pas une excuse valable pour permettre la maltraitance émotionnelle. Être mère, père, frère ou grand-mère ne vous donne pas le droit de blesser. Les titres familiaux se gagnent avec des actes, ils ne s'héritent pas avec le sang. À tous les parents qui écoutent, notre travail est de protéger nos enfants, pas de les sacrifier pour maintenir la paix familiale. Quand quelqu'un blesse votre enfant, peu importe si c'est votre propre mère. Votre devoir est de défendre votre enfant, pas l'agresseur. Et si quelqu'un dans votre famille utilise vos enfants comme des pions dans ses jeux de pouvoir, souvenez-vous des 5 mots qui ont changé ma vie, certaines personnes ne méritent tout simplement pas certains privilèges. Emma a maintenant 7 ans. Parfois, elle pose des questions sur sa grand-mère, et j'explique que certains adultes prennent de mauvaises décisions et doivent vivre avec les conséquences. Elle le comprend mieux que de nombreux adultes de ma famille. La justice ne vient pas toujours rapidement, mais quand elle vient, elle vaut chaque bataille que vous avez dû mener pour protéger ce qui compte vraiment. Avez-vous aimé cette histoire? Abonnez-vous à notre chaîne Reddit Whisper. Chaque semaine, nous vous apportons les histoires les plus marquantes avec des rebondissements inattendus, une justice poétique et des fins qui vous laisseront réfléchir. Donnez-lui un like si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, activez les notifications pour ne manquer aucune histoire et commentez ce que vous en pensez. Ai-je bien fait de poursuivre ma mère en justice?